avait trois panels, trois moments, avec d'une part précarité, pauvreté et pourtant une lutte. Ensuite, la justice est-elle juste avec les femmes? Et puis enfin, cet après-midi, tout invisible point d'interrogation, à partir avec la diffusion du documentaire de Bouchra Azouz, dont vient de parler Françoise, qui est, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir rapidement parce que c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou et il alimente toutes les réflexions qui sont les nôtres. Ce film, et c'est un film contre les idées reçues, qui n'a aucune facilité. C'est un film merveilleux à regarder, mais qui ne cède à aucune facilité. Et c'est ça pour ça c'est un film formidable. Et on a mis dans la salle des féministes traditionnelles, militantes, qui ont 40 ans, du 48 mars derrière elles, des femmes venues de leur rond-point de plusieurs endroits de France, des jeunes femmes d'associations de quartier. Et on a eu une journée qui, moi, confortait ce que je pensais, c'est qu'il n'y a rien de mieux que le féminisme politique. Rien de mieux. Voilà. Et moi, je passe ma vie dans un monde mixte. J'aime bien mon homme, mon fils, mon gendre, voilà, mon futur petit-fils probablement aussi. Enfin bon. Mais pour le reste, franchement, on élabore dans des lieux comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'a pas sur nous la pression qu'exerce la domination masculine dans toutes les sphères de mixité où il y a des enjeux de pouvoir. Et dès qu'on met 10 personnes dans une salle qui discutent de parler politique, forcément il y en a qui trouvent qu'il y a des enjeux de pouvoir. Voilà. Donc une belle réunion et maintenant on est un peu confronté à donner de nouveau une suite et c'est ce qu'on va faire ensemble. Merci Françoise. Merci Laurent. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on va commencer. Décider que la séance est ouverte. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer parce que je crois que malheureusement la technique a quelques problèmes. Pour suivre, comme nous l'avions décidé, notre débat d'aujourd'hui, peut-être pourra-t-on en cours de route être entendu au-delà des murs de cet amphithéâtre. C'est vraiment ce qu'on aurait souhaité aujourd'hui, parce que nous pensons qu'un événement comme celui-là mérite d'être entendu par beaucoup plus de sœurs que nous sommes et d'amis que nous sommes aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Alors tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, et je vous remercie mais vraiment très sincèrement pour l'attention que vous portez à nos travaux. Alors je voudrais, même si je le ferai tout à l'heure en conclusion, mais remercier tout particulièrement nos conférencières et notre modératrice qui nous offre un temps précieux en cette journée du 8 mars, où j'imagine qu'elles ont toutes été extrêmement sollicitées. Nous venons de voir avec l'intervention de Laurence Rossignol aujourd'hui. Alors ces rencontres de la GLFF, nous les inaugurons aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, lorsque vous avez eu l'affiche, que ce sont les premières rencontres. En effet, nous avons souhaité que les événements de la GLFF soient visibles, reconnus, et que nous puissions en fait, si l'on peut dire, labelliser les interventions que nous faisons en les appelant les rencontres de la GLFF. Alors le colloque d'aujourd'hui, c'est un colloque national que nous avons intitulé « Citoyennes d'Europe, ensemble, construisons notre avenir ». Et comme vous le savez, pour la plupart, et pour ceux qui le savent moins, c'est organisé par la Grande Loge féminine de France. Alors pourquoi ces rencontres? Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, et l'organisation donc de cette première édition tombe une journée tout à fait particulière pour les droits des femmes. Nous proposerons donc régulièrement, sous forme de colloques ou de conférences, à vous tous et à d'autres de venir nous retrouver sur des sujets qui nous sont chers et sur lesquels la GLFF souhaite faire entendre sa voix. Donc, écoutez, les rencontres de la GLFF naissent ce jour et aujourd'hui. La GLFF, la Grande Loge féminine de France, se doit, nous pensons, de participer activement à cette journée internationale des droits des femmes. Cette dynamique, les travaux que l'on y fait, sont, pense-t-on, indissociables de l'histoire de notre obédience, de ses principes, de ses valeurs, de ce qui la constitue, pourrait-on dire, en profondeur,
Comme vous le savez, cela figure dans notre déclaration de principe, la Grande Loge féminine de France œuvre à l'accomplissement et au respect des droits des femmes, condition indispensable à l'universalisme des droits humains. Pardon ? Ça n'a pas été voté sans peine. Mais je crois que je crois que justement le fait, non mais c'est vrai que c'est très important, enfin bon, nous n'allons pas venir sur nos débats internes, mais je crois que le fait, bon attends, tu m'as dit que tu avais plein de choses à dire tout à l'heure, Anne, donc non mais je voulais dire justement que le fait qu'un ajout comme celui-là n'ait pas été voté très facilement montre bien que chacun s'est vraiment imprégné de ce que ce changement voulait dire et impliquait. Et moi je trouve que justement c'est positif qu'on ait eu besoin de débattre, de s'expliquer entre nous pour que de façon quand même bien réelle, cet ajout soit dans notre déclaration de principe. Alors pourquoi avoir choisi le thème de l'Europe ? Eh bien, à la veille des élections qui engagent notre avenir de citoyenne d'Europe, la Grande Loge féminine de France a souhaité apporter un éclairage sur la place des femmes en Europe, aujourd'hui et demain, car, nous le savons tous, au-delà de certains acquis, il existe encore des disparités, il existe toujours des menaces, déjà des régressions, mais aussi, heureusement, des propositions. Ces rencontres s'inscrivent dans le rayonnement international de la Grande Loge féminine et notamment dans le rayonnement européen. À ce titre, l'Institut maçonnique européen de la Grande Loge féminine de France, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure, représente la Grande Loge, notre audience auprès des instances européennes. Nous pensons que nous devons œuvrer et nous exprimer pour contribuer en Europe à la défense des droits des femmes et à la promotion de ceux-ci dans toutes les strates de la société. Alors la Grande Loge féminine de France a donc choisi de réunir des personnalités du monde politique, associatif, figures de proue du féminisme européen, pour évoquer en fait 3 questions qui nous semblent vraiment fondamentales. Première question, quels acquis et où en sommes-nous aujourd'hui en termes de droits des femmes en Europe ? La deuxième question, quels enjeux et quels défis ? Et enfin, et peut-être surtout la troisième question, comment construire enfin cette Europe que les Européennes appellent de leur vœu, une Europe où les droits seraient les mêmes pour toutes. Je voudrais vous dire quelques mots sur l'Institut maçonnique européen que j'ai évoqué tout à l'heure. Notre Institut maçonnique européen a été créé en 2008 et il représente la Grande Loge féminine de France auprès des instances européennes. Il a pour ambition de faire partager aux Européennes et aux Européens les principes républicains qui favorisent le dialogue, transcendent les pratiques culturelles et fondent ainsi une société. Il vise à défendre la laïcité auprès des instances européennes, ainsi qu'à défendre et promouvoir les droits des femmes, notamment en promouvant la clause de l'européenne la plus favorisée, chère à Gisèle Halimi, clause admise théoriquement, nous en parlerons tout à l'heure de la clause, théoriquement par la plupart des États membres. L'Institut maçonnique européen est accrédité auprès de l'EPSC, acronyme anglais du Centre européen de stratégie en politique, groupe de réflexion interne à la Commission européenne. Également membre permanent de la plateforme du Parlement européen pour la laïcité en politique. L'Institut maçonnique est sollicité régulièrement par la Commission et le Parlement de l'Union européenne et participe à de nombreux colloques, séminaires, groupes de travail dans le cadre du dialogue de l'article 17 du traité de Lisbonne qui instaure un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et les associations philosophiques. Alors, outre les délégués régionales, il y en a 12 qui constituent cet Institut maçonnique européen et qui relaient au niveau des loges et des congrès ses travaux. L'Institut s'est doté d'un réseau d'expertes pour répondre aux consultations publiques organisées par la Commission européenne. Et puis un dernier élément, je voulais vous dire, vous l'avez peut-être vu, que le thème choisi en 2019 par l'Institut maçonnique européen, le thème de travail, c'est « Femmes en politique » ou « Femmes et politique ».
Alors ce soir, elles seront présentées, je pense, plus à fond tout à l'heure par notre médiatrice. Nous avons donc invité pour parler de ces problèmes de femmes et d'Europe Martine Roure, qui est ancienne vice-présidente du Parlement européen. Elle traitera des acquis en matière de droits des femmes, tout en soulignant, je crois, un bilan assez contrasté. Nous avons également avec nous Véronique Sellier, qui est coprésidente du planning familial et qui évoquera ces acquis fragiles, par exemple en matière d'avortement, et dénoncera un droit qui est mais vraiment réversible. Violaine Lucas, secrétaire nationale de Choisir la cause des femmes, se demandera et nous demandera si la clause de l'européenne la plus favorisée n'est pas seulement une utopie. Et puis Laurence Rossignol, sénatrice, ancienne ministre, s'interrogera sur l'universalisme en question quand il s'agit du droit des femmes. Le débat qui s'ensuivra sera animé par Françoise Laborde, journaliste. Alors, à l'issue de cette rencontre, le prix des droits des femmes 2019 sera remis par Françoise Carrère, présidente de la Commission nationale des droits des femmes de la Grande Loge féminine de France, et une femme qui a œuvré dans sa vie et son écriture pour les femmes en Europe. Enfin, je conclurai en quelques mots ce débat en évoquant la nécessaire pérennité de ces rencontres permettant d'aborder les grands problèmes de notre société en leur apportant les réponses spécifiques de la GLFF. Voilà, Françoise. Merci beaucoup, mais j'allais dire, vous avez, Violaine tout à l'heure m'a fait remarquer qu'elle n'était plus secrétaire nationale de Choisir la cause des femmes, mais qu'elle a coordonné en effet la clause de l'européenne la plus favorisée au sein de cette association Choisir la cause des femmes, et qu'elle est aujourd'hui conseillère régionale des Pays de la Loire. Donc moi je vais laisser la parole aux oratrices et après je serai juste la mouche du coche, c'est-à-dire celle qui pose des questions, j'espère qui dérangent, et qui parfois peut relancer, puis surtout j'écouterai les questions que vous avez à poser. Je vous dis tout de suite d'où je parle, comme ça c'est plus simple. Moi je suis une féministe convaincue, universaliste. Je pense que les droits des femmes sont les mêmes pour toutes les femmes, d'où qu'elles viennent, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des campagnes ou des villes. Et que j'appartiens à une génération où en effet on ne se posait pas la question du féminisme intersectionnel ou racisé ou je ne sais pas quoi d'autre, comme la laïcité d'ailleurs, à qui on accole aujourd'hui toutes sortes d'adjectifs dont je ne comprends pas la moitié. Et donc tout ça pour dire que c'est ma posture, et ne vous étonnez pas, enfin ma posture, mes convictions, et ne vous étonnez pas si parfois je peux poser des questions qui sont en lien étroit avec ces convictions que j'annonce et donc que j'espère pouvoir défendre tout à l'heure devant vous, enfin défendre. Pour jouer la bouche du coche. Dans l'ordre d'entrée en scène, si je puis dire, donc j'appelle Martine Roure, qui est ancienne vice-présidente du Parlement européen. Chère Martine, je crois que c'est à vous de vous approcher de la tribune. Je vous laisse. Merci. La promotion de l'égalité femmes-hommes sur le papier est un objectif de l'Union européenne. Il a été un principe fondamental dès 1957. Et depuis, ce principe il a été renforcé par des mesures législatives essentielles. Excusez-moi, il faut mettre le micro à mon avis. Encore plus. On peut remarquer que l'égalité au travail a été rapidement une préoccupation majeure de l'Union européenne, qui a adopté de nombreuses directives afin de promouvoir cette égalité femmes-hommes. Ces directives, elles portent sur le traitement égal au travail, l'interdiction de la discrimination basée sur le sexe, l'imposition de standards minimaux sur les congés parentaux et la protection des travailleuses enceintes. Et le Conseil européen a également adopté un pacte pour l'égalité des genres en 2011 et il doit être évalué en 2020. L'avancée principale, on peut dire quand même que c'est l'adoption de l'Union européenne de la pratique de gender mainstreaming. Il s'agit d'intégrer la dimension du genre dans toutes les politiques européennes plutôt que de faire des stratégies distinctes qui sont nécessairement à portée limitée.
Il s'agit donc de réorganiser, d'améliorer, de faire évoluer et d'évaluer surtout les processus de prise de décision afin d'incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Au niveau national, presque tous les États membres ont des structures gouvernementales pour mettre le gender mainstreaming en place. Cette approche intégrée de la dimension de genre est donc une stratégie qui a pour ambition de renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans la société en intégrant la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques. Ce gender mainstreaming, c'est une approche préventive, puisqu'il a notamment pour objectif d'éviter que les pouvoirs publics ne mettent en place des politiques qui créent ou accentuent des inégalités entre hommes et femmes. En cessant de considérer la population comme un groupe homogène auquel les politiques s'appliquent de manière uniforme et en tenant mieux compte des besoins et des attentes des citoyens et des citoyennes, le gender mainstreaming doit contribuer en effet à renforcer l'efficacité et l'efficience des politiques. Mais de nombreux problèmes persistent et se heurtent à l'inaction des États membres. On peut constater par exemple que les inégalités salariales sont toujours réelles, ça on le constate tous les jours, jusque dans les retraites, et que les femmes restent largement sous-représentées dans les postes d'encadrants. On constate aussi que la violence à l'encontre des femmes et des filles reste une vraie menace. Le harcèlement n'est pas un délit dans tous les États membres, et la formation de prévention des violences domestiques n'est pas généralisée, loin de là. Les pouvoirs du Parlement européen restent limités face aux États membres. Mais une commission pour les droits de la femme et l'égalité des genres a pourtant été mise en place dès 1984. Cette commission parlementaire, elle est compétente pour les questions ayant trait au suivi et à la législation concernant les dossiers afférents aux droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'élimination de toute forme de violence et de discrimination fondée sur le sexe. Grâce à l'extension de la procédure de codécision, c'est-à-dire qu'on décide ensemble, le Parlement européen et États membres, c'est-à-dire le Conseil. Le Parlement européen a enfin son mot à dire sur les mesures prises en matière de promotion de l'égalité entre femmes et hommes au travail, de lutte contre la discrimination et de lutte contre la traite, dont les femmes sont les victimes majoritaires. Le Parlement européen participe également à l'évolution générale de la politique d'égalité européenne en adoptant des résolutions et des rapports d'initiative. Alors le rapport d'initiative n'est bien évidemment pas contraignant, mais il demande fermement à la Commission de se saisir des sujets traités, ce qu'elle doit faire ensuite. En 2006, je fus nommé rapporteur en codécision pour la mise en place d'une année européenne de l'égalité des chances en 2007 pour toutes et tous. L'article 13, en effet, du traité d'Amsterdam prévoit que la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle est un devoir de l'Union européenne. Ça, c'est l'article 13 qui le dit. L'égalité de traitement est non pas un privilège, mais un droit fondamental de tous les citoyens, de toutes les citoyennes. Par conséquent, il est du ressort de l'Union européenne de lutter contre toutes les formes de discrimination. De surcroît, l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que pour toutes ces actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette année européenne de l'égalité des chances pour tous et toutes devait structurer ses activités autour de 4 axes principaux. En premier lieu, il s'agissait de sensibiliser l'opinion publique aux droits et à l'égalité et à la non-discrimination. L'objectif était de permettre au public de mieux connaître la législation européenne dans ces domaines. Il s'agissait ensuite de stimuler un débat sur les moyens de renforcer la participation à la société afin d'engager un dialogue en vue de favoriser une plus grande participation des groupes sous-représentés dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société. Et ensuite, bien sûr, d'œuvrer en faveur d'une société plus solidaire.
L'année européenne visait également à rendre le public plus sensible, à favoriser les bonnes relations entre les divers groupes qui composent la société, en particulier les jeunes. Enfin, elle devait être l'occasion de rassembler des personnes ou groupes différents en vue de promouvoir et diffuser des valeurs d'égalité de traitement et de lutte contre les discriminations. Mes deux priorités étaient d'une part de traiter au même niveau toutes les formes de discrimination et d'autre part de les combattre toutes de la même manière. Je voulais attirer l'attention et informer sur la législation existante, une législation qui existe et qui est mal connue, afin que les citoyens européens se l'approprient. J'espérais ainsi que l'année européenne aurait un impact au-delà de 2007, en favorisant une meilleure transposition et une meilleure application de la législation européenne à l'échelle nationale. Cette année 2007 n'avait pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspondait à l'année charnière au terme de laquelle tous les États membres auraient dû transposer la directive en vigueur. Au sein de l'Union, toute personne aurait droit désormais à une protection uniforme contre les discriminations, quel que soit son sexe, son origine sociale ou ethnique, sa religion, ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle. Et depuis, eh bien, de nombreux rapports ont été adoptés, ou malheureusement rejetés. Je donnerai quelques exemples. Le rapport d'initiative de Marianne Holk en mai 2015 qui formulait des préconisations pour la nouvelle stratégie développée par la Commission en faveur des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes en Europe. Le Parlement européen recommandait notamment la mise en œuvre d'actions concrètes, demandait des objectifs clairs afin de mettre un terme aux discriminations contre les femmes. Il demandait également une évaluation sur les violences faites aux femmes, sur la discrimination des femmes sur le marché du travail, ainsi que dans l'éducation et dans les processus décisionnels. En ce qui concerne le rapport d'initiative de Liliana Rodriguez sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne en septembre 2015, il s'agissait de renforcer les mesures destinées à améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du système éducatif, afin de promouvoir des relations respectueuses et réciproques. Eh bien, il faut que vous sachiez que les députés du Parlement européen ont reçu de multiples messages extrêmement virulents et parfois menaçants, qui prétendaient que le Parlement voulait imposer la théorie du genre. Ce rapport demandait également à la Commission de lancer le plus rapidement possible la procédure d'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Cette convention est le premier instrument juridiquement contraignant en la matière sur le territoire européen. Le 13 juin 2017, l'Union européenne, en effet, a signé pour l'adhésion à cette convention et formulé des recommandations sur la portée de l'adhésion de l'Union et la mise en œuvre de la convention. Malheureusement, on peut constater que certains États membres refusent toujours de s'accorder sur la ratification de l'Union européenne, et comme tout traité, eh ben, sans la ratification de tous les États membres, la signature n'est pas suffisante. Le Parlement européen a aussi vivement demandé à la Commission de réviser la directive de 2006 sur l'égalité des sexes sur le marché du travail. Ce rapport d'initiative souhaitait pallier la mise en œuvre insuffisante des mesures prévues et se concentrait principalement sur l'égalité salariale. Le Parlement européen demandait des audits salariaux obligatoires pour les entreprises cotées en bourse et l'instauration de sanctions au niveau européen. Les obstacles auxquels se heurte le Parlement européen l'obligent à composer avec les courants politiques européens conservateurs et les lobbies religieux. La montée des extrémismes, et notamment la montée de l'extrême droite, représente également un défi. C'est ainsi, rappelons-le, je pense que vous vous en souvenez bien, que le rapport d'initiative d'Edith Estrella avait été rejeté à 7 voix d'écart. Une majorité a ainsi été mise en échec, et l'adoption du rapport n'a pas pu être faite, il a été rejeté. Ce rapport sur les droits génésiques et sexuels de 2014 a été rejeté parce qu'il demandait la légalisation de l'avortement en Europe. Ce rapport contenait des recommandations concernant l'éducation sexuelle, l'accès à la contraception et à l'avortement,
Il visait à prévenir les grossesses de mineurs ou la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Cela aurait envoyé un signal fort aux États membres. Et ce rejet, il a représenté un véritable signal d'alarme pour les droits des citoyens et citoyennes européens. Le rapport d'Inès Christina Zuber avait également été rejeté à 9 voix près en mars 2014. Ce rapport proposait la mise en place de quotas pour favoriser les places des femmes aux postes de décision, la garantie du respect du principe de l'égalité de rémunération, l'interdiction des démissions forcées en cas de maternité et le renforcement de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Eh bien, plusieurs États membres se sont opposés en argumentant sur le coût des dispositions. En outre, le Parlement européen demande depuis plusieurs années déjà une stratégie globale de lutte contre les violences. Mais la Commission traîne les pieds et n'a même pas reproposé la traditionnelle stratégie pour l'égalité des genres, malgré les demandes répétées du Parlement. La Commission a seulement proposé une feuille de route sur la lutte contre les violences. Enfin, il n'y a pas eu d'année européenne sur les violences en 2016, ce qui était pourtant proposé, demandé par le Parlement européen, afin de donner une grande visibilité à cette question. La Commission n'a promis que de mesures de sensibilisation, de communication. Promouvoir les droits des femmes est donc encore un véritable défi, surtout face à une extrême droite qui considère ces droits comme dangereux. Un autre des grands défis pour le Parlement européen consiste dans la résistance des États membres, et en particulier au manque de financement pour les mesures favorisant l'égalité. Nous pouvons constater que c'est ainsi qu'un blocage de la directive sur le congé maternité au Conseil a été organisé. Blocage totalement organisé par certains États membres. Faute d'accord, bien sûr, sur une position commune. Quand on n'a pas une position commune, on n'a pas de position. Le Parlement souhaitait un congé maternité intégralement rémunéré de 20 semaines minimum, applicable à tous les pays de l'Union européenne. La proposition a été retirée faute d'accord. Lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Parlement européen a rappelé les résultats d'un sondage de l'Agence des droits fondamentaux, selon lequel une femme sur 3 de plus de 15 ans est victime de violences physiques ou sexuelles en Europe, ce qui correspond à 62 millions de femmes. 43% des femmes ont été victimes de violences conjugales psychologiques. Le Parlement européen a interrogé la Commission européenne sur les mesures qu'elle entend prendre pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et lui a demandé d'adopter une législation européenne pour la prévention de la violence de genre par un rapport d'initiative législative en février 2014. La Commission Femmes a fait adopter des rapports consacrés à un large éventail de questions, telles que les fonds de l'Union pour l'égalité des genres, les femmes et leur rôle dans les zones rurales, l'autonomisation économique des femmes dans les secteurs privés et publics, l'écart de retraite entre les femmes et les hommes. Une résolution en octobre 2017 a été adoptée sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l'Union européenne. Elle a mis en évidence que les inégalités se manifestent sous diverses formes. La lutte continue, car il s'agit bien d'une lutte afin de protéger les femmes et de tendre vers une égalité femmes-hommes. Les menaces que font mener les populismes et l'extrême droite en Europe sont réelles. Les lobbies sont puissants et les États membres, c'est-à-dire le Conseil, freinent souvent les avancées proposées par le Parlement européen. Le 13 février 2019, c'est-à-dire le mois dernier, le Parlement européen a voté une résolution sur le recul des droits des femmes et l'égalité femmes-hommes dans l'Union. Le Parlement appelle à agir rapidement pour protéger les droits de toutes les femmes européennes avant qu'il ne soit trop tard. Il demande à la Commission de déboucler plusieurs directives et l'invite à élaborer une feuille de route cohérente et complète pour concrétiser l'égalité entre les femmes et les hommes afin d'assurer la protection de l'égalité, notamment en éradiquant toutes les formes de violence à leur égard. Nous avons des élections européennes cette année, et si l'extrême droite et les conservatismes prennent une place encore plus importante au Parlement européen, alors nous aurons tout à craindre.
demander à chacune d'avoir des propos, pardon, possible un peu plus courts, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Et comme on a pris un peu de retard et qu'on a un peu de temps après pour les débats, mais voilà, donc on parle plus vite, enfin on s'arrange. Un bon cœur. Moi j'ai perdu les miennes et en gros l'idée maintenant c'est d'écouter Véronique Séguier, coprésidente du planning familial. C'est à vous. Parce qu'après il faut qu'on puisse vous critiquer, vous voyez ce que je veux dire, faut pas imaginer que vous allez parler. Bonjour, donc je suis coprésidente du planning familial et je remercie pour cette introduction parce qu'effectivement les droits sexuels et reproductifs ne sont pas de la compétence de l'Europe, ils sont de la compétence de chaque État. Et en même temps, l'égalité entre les femmes et les hommes est dans les compétences européennes. Et comment peut-on parler d'égalité entre les femmes et les hommes s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir décider ou non de choisir une grossesse si on ne peut pas disposer de son corps? Donc le droit à disposer de son corps est central dans cette question-là. Alors avant d'aller en Europe, je vais faire un petit détour parce que vous avez toutes et tous entendu parler du cas de cette petite fille en Argentine la semaine dernière qui a été forcée de poursuivre une grossesse sans le vouloir, au risque de sa vie, tout simplement parce que des médecins et l'Église catholique et l'État avaient décidé qu'il fallait sauver les deux vies, comme vous l'avez pu l'entendre. C'est la barbarie au nom de la religion et de la vie, sans aucune considération de la mise en danger de la vie de cette petite fille. On avait eu 2 cas précédents en Europe, notamment cette jeune femme indienne à qui on avait refusé aussi un avortement alors que sa grossesse se passait mal et qui est morte en Irlande, ce qui a provoqué d'ailleurs tout le mouvement derrière qui a permis de retirer cet article qui empêchait de légiférer sur l'avortement. Et plus récemment en Italie, une jeune femme enceinte de jumeaux qui s'est pointée à l'hôpital parce que la grossesse se passait pas très bien et que les médecins ont laissé mourir parce qu'ils voulaient que le battement de cœur du dernier bébé soit terminé avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc les 2 bébés sont morts et la dame est morte, enfin cette femme est morte. Voilà. Donc tout ça, tant qu'il y a un battement du cœur, je ne peux pas intervenir car je suis objecteur de conscience. Nous sommes dans les mains du Seigneur, disait ce médecin qui a regardé mourir cette jeune femme. J'ai fait exprès de partir sur ces cas-là pour démarrer parce qu'on est en 2019 et qu'en 2019, en France, on a entendu le président du syndicat des gynécologues déclarer que l'avortement était un crime. Et que plus récemment encore, en mois de février, on a vu un forum européen de bioéthique organisé par cette fois-ci le président du collège des gynéco-obstétriciens, organisé dans le cadre de ce forum un événement sur l'avortement qui disait, je vous cite là pour le coup, l'IVG, un cas singulier dans la thématique de ce forum. Mon corps est-il à moi? Il s'agit de savoir qui de la femme qui porte un enfant ou de l'enfant qui grandit dans l'utérus de sa mère est en mesure de choisir la destinée de la grossesse. Et on continue. Avec la contraception, l'IVG est de toute évidence un acteur essentiel de l'émancipation de la femme au sein de la société. Mais il est aussi un acte médical volontaire, légal et soumis à la clause de conscience du médecin. Nous y voilà. L'IVG n'est pas universellement accepté, je cite toujours, ni par la loi, tiens donc, ni par les mœurs, et doit régulièrement faire l'objet d'un débat respectueux à la hauteur de ses enjeux. Voilà, donc ça c'est en 2019, en France, en février. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder hier soir le 20h où on a vu un reportage sur l'avortement en Occitanie où les propos qui ont été tenus par des médecins sont tout à fait à la hauteur de cet enjeu puisqu'on a entendu des médecins dire « Ah oui, la loi existe mais on fait ce qu'on veut si on ne le sent pas, puis moi je n'aime pas faire cet acte. » Voilà. Alors si on part sur la situation de l'avortement en Europe, il existe encore en Europe 4 pays qui n'autorisent pas l'avortement, sauf circonstances exceptionnelles, la Pologne, l'Irlande, Chypre, Andorre et Malte. En Pologne, l'IVG est permise uniquement dans les cas de viol, d'inceste et de malformation fétale grave. Le pays pourtant a autorisé l'avortement jusqu'en 1997. Et aujourd'hui, un projet de loi est en cours, toujours, pour interdire l'avortement, même en cas de malformation fétale.
Il a été mis en échec jusque-là, mais on ne sait pas, enfin, il est toujours sur le feu, comme on pourrait dire. Chypre suit les mêmes règles, hein, IVG autorisé seulement en cas de graves problèmes. En Andorre, l'avortement est totalement interdit, et à Malte, en revanche, il est strictement interdit, quelle que soit la situation, alors qu'en Andorre, si vraiment vous êtes en danger, on va peut-être quand même vous autoriser à avorter. Cependant, en Hongrie, par exemple, le droit de l'enfant à naître est entré dans la Constitution en 2011. Et l'objectif de Madame la ministre de l'Enfance et de la Famille est de former les jeunes filles à bien se préparer à la vie de famille. Elle propose même d'ailleurs de supprimer les impôts pour les familles à partir de 4 enfants. Ça, c'est une proposition très récente. Voilà, parce qu'il faut que les Hongroises fassent des enfants et des enfants bien de chez nous. Pour information, cette ministre a reçu la Légion d'honneur française au mois de janvier, c'est ça, je crois. Voilà. Le manque de mobilisation. Alors en France, je pense que c'est important de préciser aussi que dans la situation dont on parle, comment est-ce qu'on peut arriver aux situations qu'on vit aujourd'hui? Alors on peut parler de manque de mobilisation de professionnels de santé, qui peut s'expliquer pour un manque de formation. On peut parler aussi de situations de vulnérabilité rencontrées par des femmes au quotidien, des femmes mineures, des femmes non intégrées sociales, des femmes demandeuses d'asile, d'avoir accès à l'avortement, alors que par exemple il existe très clairement une circulaire pour les soins urgents qui permet à toutes les femmes de pouvoir accéder à l'avortement, quelle que soit leur situation, qui n'est pas appliquée. Et donc il arrive à des femmes qu'on leur demande de payer avant de faire cet avortement. Et puis le non-remboursement de l'ensemble des actes associés dans certains endroits. Alors j'ai envie de dire qu'en France, la situation est vraiment, on peut dire, dans certains endroits en difficulté, mais on a quand même aujourd'hui un arsenal législatif, même si la loi n'est pas appliquée, et on voit bien qu'il y a encore un grand travail à faire de vigilance pour qu'elle s'applique partout. Alors comment est-ce qu'on peut agir en France? On peut agir facilement, je dirais, entre guillemets, en demandant tout simplement l'application de la loi, et de la loi pour tout le monde, y compris pour toutes les femmes, quelle que soit leur situation. On peut renforcer l'arsenal législatif en permettant aux sages-femmes de faire des avortements par voie instrumentale. On peut, et on l'a vu que c'était un enjeu extrêmement important, supprimer la double clause de conscience pour l'avortement. Et puis former tous les professionnels qui travaillent dans le domaine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites des études de médecine ou quand vous faites des études en tant qu'infirmière, etc., vous avez assez peu d'informations sur l'avortement et sur la contraception. Et on peut aussi, et ça je crois que c'est absolument essentiel, multiplier les lieux ressources en matière d'information et d'éducation à la sexualité. Et puis s'organiser aussi pour que les femmes trouvent en France une réponse à leur demande d'avortement au lieu de devoir avorter à l'étranger. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes femmes mineures pour qui aujourd'hui on pourrait trouver dans l'arsenal législatif actuel des solutions sur place au lieu de faire en sorte que ces jeunes femmes soient obligées d'aller à l'étranger ou alors d'aller dans quelques hôpitaux qui prennent en compte les situations de ces jeunes femmes mais qui nous disent aujourd'hui on est débordés parce que ce qu'on fait, plein d'autres collègues pourraient le faire et ne veulent pas le faire. Et ça, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui et on devrait quand même être beaucoup plus directif par rapport à ça. Une loi, elle existe, elle doit s'appliquer pour tout le monde. J'ai envie de vous parler maintenant aujourd'hui, puisqu'on est dans la situation puisqu'on est dans l'Europe, je pense que je vous rappelle, hein, c'est une législation, c'est l'avortement, comme tous les droits sexuels et reproductifs, sont au cœur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est au cœur du projet européen, mais ces droits-là relèvent de la compétence de chaque État. Donc chaque État dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur l'avortement, et c'est sans doute la raison de l'échec du rapport Estrella, entre autres, mais des autres aussi, c'est que ça relève de chaque État. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les anti-choix, quand je parle des anti-choix, c'est ceux qui se disent pro-vie, mais que nous refusons, nous, au planning, d'appeler pro-vie, parce que nous considérons que des pro-vie qui condamnent 47 000 femmes par an à mourir, ce ne sont pas des pro-vie, ce sont des anti-choix. Donc ces anti-choix ont un vrai projet pour l'Europe. Alors j'en ai ramené quelques exemplaires et je vais vous le montrer ici. Ce projet s'appelle « Restaurer l'ordre naturel ».
Donc restaurer l'ordre naturel, je pense que je vais vous en parler un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que vous devez être au courant de ce programme parce que c'est un vrai programme et qu'il est déjà en route. Alors cet agenda pour l'Europe, c'est un think tank qui est inspiré du christianisme, un manifeste qui tient des réunions régulières à l'écart des journalistes. Pour tout vous dire, toutes ces informations que je vais vous donner, elles sont issues de ce travail qui a été mené par le Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs, qui est piloté par Net Data, qui a trouvé ces informations, j'ai envie de dire par hasard, parce que ce think tank se réunit de façon très confidentielle et secrète. Mais nous, on a décidé qu'on allait en parler et qu'on en parle beaucoup. Alors, ces mouvements, aujourd'hui, souhaitent, selon leurs propres termes, restaurer l'ordre naturel. Un manifeste pour restaurer l'ordre naturel qui comprend quand même 134 pages non datées, qui détaille des perspectives légales anti-droits sexuels et reproductifs. Ce manifeste considère qu'il y a une fenêtre de 10 ou 20 ans avant que la civilisation occidentale se détruise elle-même pour avoir embrassé une idéologie perverse. Alors ils ont 5 axes d'action: l'euthanasie, la liberté religieuse, la famille et le mariage, l'opposition aux lois antidiscrimination et la procréation assistée. Ils ne s'opposent donc pas seulement à la contraception, à l'avortement, ils ne reconnaissent la sexualité qu'à des fins de procréation, sont contre le divorce et bien sûr contre tous les droits des personnes LGBT. S'ils ciblent différents sujets, comme l'homosexualité et l'avortement en premier, leur objectif de restauration de l'ordre moral est le même, exprimé sous différentes modalités selon les pays. Manif pour tous en France, campagne contre l'avortement en Pologne, ou contre la ratification de la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Encore un petit peu. Oui. En Croatie et en Bulgarie. La force de ces mouvements, c'est d'avoir repris des idées réactionnaires classiques en leur donnant un nouveau look et une nouvelle sémantique positive qui s'approprie les notions de droits humains. C'est-à-dire qu'au lieu de se prononcer contre certains droits, ils se revendiquent aujourd'hui pour la dignité humaine, pour la vie, contre la contraception, mais non plus contre la contraception, mais pour la famille, pour la liberté religieuse, contre certaines législations au regard de leurs croyances. Et ce renouvellement dans la communication est issu des défaites pour les mouvements conservateurs que sont les conférences internationales du Caire et de Pékin. Et donc ils ont conduit, je termine bientôt, ils ont conduit à la construction d'une réflexion très aboutie issue du Vatican, dont l'objet de cristallisation a été nommé l'idéologie du genre. Et bien sûr, le thème central, c'est l'avortement. Alors pour conclure, puisqu'on me le demande, alors je voudrais quand même vous montrer cette image que vous ne voyez peut-être pas, qui est un ventre de femme enceinte, qui a été placardé à Rome en format 3/4 mètres et qui dit clairement « L'avortement est la première cause de féminicide au monde ». Voilà. Merci. Juste pour conclure quand même, je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que pour lutter contre les conservateurs et la diffusion de leurs théories, il est urgent de connaître les forces qui sont en jeu. Il faut qu'on consolide l'interconnexion des droits humains contre lesquels ils luttent. Et là, les mouvements féministes et tous les mouvements ont intérêt à s'unir plutôt qu'à se diviser, car en face, l'opposition est bien solide. Et nous considérons que les droits humains doivent être considérés au sein de l'Europe, au moins aussi sérieusement que les règles économiques. Le droit à disposer de son corps n'est toujours pas acquis, et on le voit dans le débat aujourd'hui autour de la PMA. Et je pense que ce qui est absolument un peu indispensable aujourd'hui, c'est que retirer le droit à l'avortement, c'est une condition qui est une condition indispensable à l'émancipation et à l'autonomie des femmes. C'est indigne d'un état de droit et doit être sanctionné. En octobre 2016, un mécanisme a été voté au Parlement européen. Il faudrait vraiment exiger sa mise en application. Il s'agit du mécanisme de l'état de droit qui a pour but de permettre de sanctionner les États qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Le droit à disposer de son corps est un de ces droits fondamentaux.
soyez raisonnable. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre accueil. Je vais parler d'autant plus de 10 minutes que j'ai un peu mal à la gorge. Donc excusez-moi, je vais essayer de faire succinct. Donc j'expliquais que je ne suis plus secrétaire nationale de Choisir la cause des femmes, mais j'y ai coordonné les travaux sur la clause de l'européenne la plus favorisée, qui a été le grand projet phare de l'association à partir de 2005. Alors je vous transmets les amitiés, les pensées pleines de sororité de Gisèle Halimi, qui est très attachée au terme de sororité. Voilà. Et que je partage aussi, parce que ça me semble essentiel. Donc elle vous transmet donc ses meilleures pensées. Et donc je reviens un peu sur le travail qu'elle a fait, que nous avons fait à l'intérieur de Choisir la cause des femmes. L'idée, Gisèle Halimi, l'idée qu'elle a eue au départ, c'était en 1979, au moment du premier vote au suffrage universel direct des membres du Parlement européen. Gisèle Halimi s'est dit que l'Europe devait être une chance pour les femmes et que donc le principe serait très simple, on prendrait les meilleures lois qui permettent aux femmes de s'émanciper dans l'Union européenne, d'en faire un bouquet législatif qu'on rendrait applicable à toutes les citoyennes européennes. Alors après 1979, Choisir la cause des femmes a eu habilité sur la recriminalisation du viol, sur la loi sur la parité, d'autres projets. C'est en 2005. Moi j'ai rencontré Gisèle en 2003 et en 2005, à la suite du rejet du traité instituant une constitution pour l'Europe, Gisèle avait milité pour le non, moi-même j'avais milité aussi pour le non, on passait pour d'affreuses souverainistes anti-européennes, et donc on a repris ce projet et on s'est dit faisons-la, cette autre Europe dont nous rêvons, créons-la et faisons ce travail de comparaison des droits. Donc on était une équipe de 15-20 bénévoles. Tous les week-ends on revenait et puis tous les week-ends on travaillait sur ce qui se passe dans les pays européens, dans les différents pays européens, pour choisir les lois qui nous semblaient non seulement les plus avancées, mais effectivement dans leur application les plus aptes à garantir des droits aux femmes. On avait un ensemble législatif de 14 lois que Gisèle a appelé bouquet législatif. Et ces 14 lois recouvraient le champ, tout le champ en fait, de toute la vie des femmes, que ce soit de choisir de donner la vie, aux droits de la famille, à la lutte contre les violences faites aux femmes, à la participation à l'indépendance économique et à la vie au travail, et à la participation politique. Donc 5 grands thèmes avec 14 lois qu'on empruntait à tel ou tel pays. Parce que dans un pays, c'est très avancé sur l'éducation sexuelle, alors que dans d'autres, on n'en fait absolument pas, etc. Donc la question qui m'est posée, c'est est-ce que c'est une utopie? Quand on écoute les deux personnes qui sont passées avant moi, on se dit que oui, au sens d'utopie, de choses parfaitement irréalisables et même qui tend, le contraire semble se dessiner, c'est-à-dire qu'on va plutôt vers une Europe, vers une clause. Les religieux ne sont pas directement au pouvoir, c'est pas écrit dans la Constitution, mais c'est eux qui font la loi, néanmoins. Et pour montrer que je n'ai aucune obsession à l'égard d'aucune religion, aujourd'hui au Brésil, ce sont les évangélistes, je ne sais pas si on est évangélistes ou évangélistes qui font la loi. Ils sont aujourd'hui en masse au Parlement brésilien, au gouvernement brésilien, et ils portent d'autres formes de revendications, mais qui ont tout en commun, de vouloir limiter les droits des femmes, contrôler leur corps et leur sexualité, et brimer leur liberté d'aller et venir. Donc, c'est ça la question de l'universalisme. Et pourquoi aujourd'hui on en parle? Moi, je suis féministe depuis bon nombre d'années. On ne se posait même pas la question pendant toute une époque. C'était pas un sujet. On avait 1000 autres sujets à évoquer. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet parce qu'il y a une confrontation nouvelle une offensive nouvelle du religieux, de l'emprise religieuse sur les sociétés et particulièrement sur les femmes, à laquelle on a comme outil de résistance l'universalisme. Quel est l'impact de cette histoire en France? Et je vais prendre un peu autrement. J'entends de plus en plus dire il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Des féminismes. Et chacun vit son féminisme comme il le veut, comme il l'entend. Chacune peut être féministe comme elle le souhaite. Et là, j'ai envie de dire, le féminisme, c'est pas la foi. La foi, chacun la vit comme il veut. Mais le féminisme, c'est quelque chose d'assez objectivé,
D'ailleurs, tout notre combat à nous, féminisme, c'est d'objectiver le féminisme. C'est-à-dire que le féminisme est rationnel. Ce n'est pas simplement un colloque singulier en soi-même pour savoir quel est notre rapport à l'autre, à l'homme. Non, c'est une question sociale et politique, donc est objectivée. Et d'ailleurs, plus on objective les inégalités entre les femmes et les hommes, plus on objective les formes diverses de la domination masculine, plus on a de chiffres, plus on a d'éléments d'analyse, mieux on appréhende la polymorphie de la domination masculine et mieux on peut y faire face. Quand je dis il y aurait plusieurs féminismes, je vais illustrer un peu mon propos, je vais vous en donner tous les termes du débat. Il y aurait un féminisme blanc contre un féminisme racisé. Il y aurait un féminisme pro-prostitution contre un féminisme abolitionniste. Il y aurait un féminisme pro-voile contre un féminisme anti-voile, universaliste, laïciste, appelons-le comme on veut. Laïciste entre guillemets, puisque c'est pour... je reprends le vocabulaire des adversaires. Pourquoi pas aussi un féminisme libéral contre un féminisme social? Il existe, celui-là. Féminisme libéral, femmes finiront bien, même dans un monde dérégulé, à force d'empowerment et de confiance en elles, par trouver leur voie. Et puis aussi un féminisme anti-IVG et un féminisme pro-IVG. Le féminisme anti-IVG, c'est pas une manière d'illustrer le propos, c'est pas une métaphore. Ça s'appelle le féminisme intégral. Ça existe. Cherchez sur internet si vous ne le connaissez pas et vous trouverez. Le féminisme intégral, on peut parler d'Eugénie Bastier par exemple, qui dit « Mais moi je suis féministe, mais je pense que l'avortement c'est un crime. » Donc tout est relatif. Tout est relatif. Et donc pourquoi la question de l'universalisme, elle devient sérieuse, enfin plutôt sérieuse, utile et centrale dans le débat, c'est parce que c'est ce que nous essayons d'opposer à cette idée de la diversité des féminismes, cette espèce d'ubérisation du féminisme, qui consiste à dire que dans une société libérale, chacun fait comme il veut, chacune a le choix, et tout est égal. Et oui, et donc, nous on est là à expliquer, mais non, parce que la condition des femmes, c'est exactement la même partout. Puis parce que c'est pas parce qu'on est né dans un pays où sa grand-mère était excisée, qu'on peut considérer que c'est une coutume locale tout à fait respectable, parce que toutes les coutumes locales sont respectables. C'est pas parce qu'on est né dans un pays où les femmes n'ont pas de capacité civile qu'on peut considérer que c'est normal que les femmes n'ont pas de capacité civile, ou du moins qu'on ne peut pas se permettre de juger du fait que les femmes n'aient pas de capacité civile, ou encore que c'est pas parce que dans certains pays les femmes n'ont pas le droit à l'héritage qu'en fin de compte, toutes les cultures étant respectables, on ne peut pas se permettre de dire que, ah ben non, les femmes, l'inégalité devant l'héritage est une atteinte profonde à la dignité des femmes et à leurs droits. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de ce débat. Pourquoi il est là? Moi, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Pourquoi on est obligé, en fait, des fois je me trouve dans des discussions, mais je me dis, mais où je suis? De quoi je parle? Avec le féminisme anti-IVG, je l'ai entendu raconter par des gens qui n'étaient pas pour d'ailleurs. Non, moi je suis pour l'IVG. Mais on peut pas. T'es qui toi d'abord? T'es qui toi d'abord pour juger de ce qui est ou pas le féminisme? Alors, le problème du relativisme, pourquoi il est un vrai sujet pour les féministes? D'abord parce que je trouve que la domination masculine est quand même une valeur sûre, qui passe bien les siècles, et qui globalement résiste bien. Un peu comme le capitalisme, vous voyez, t'as un moment qu'on en dit du mal, mais tout compte fait, il s'en sort pas si mal. Et bien la domination masculine, c'est pareil, elle s'en sort bien, et puis à chaque fois qu'on pense qu'on a mis un coup un peu violent, que là elle va reculer, on se dit ah mais j'avais pas vu, elle revient, la domination masculine, je sais par la fenêtre, elle rentre par la porte. Et je me dis quand même, tout ça, c'est au profit de quoi et de qui? Pendant qu'on s'engueule entre féministes diverses, qu'on essaie de savoir qui est féministe et qui ne l'est pas, pendant ce temps-là, les autres sont tranquilles. On est entre nous, c'est quand même ce qu'on a trouvé le mieux aujourd'hui pour diviser les féministes, que de leur faire passer l'idée que chacune peut développer son petit féminisme à elle. Et deuxième chose, alors qu'on est exactement dans une période très intéressante du point de vue du féminisme, qu'on commence vraiment à appréhender
toutes les facettes, toute la polymorphie de la domination masculine, qu'il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article, une recherche, une expression. Un jour, on apprend que, par exemple, moi je n'avais jamais regardé ça, mais il y a des études américaines qui ont montré que dans les fictions, dans les films de fiction américaines, les hommes utilisent entre 70 et 80% du temps de parole, un peu comme dans les réunions politiques mixtes, et les femmes seulement 20%. Quand on discute avec les copines qui sont engagées dans les mouvements, Françoise en dira peut-être un mot tout à l'heure, sur les femmes de 50 ans, quelle est leur place dans le cinéma? Et là on s'aperçoit qu'à part être cancéreuse, grand-mère ou pauvre, pas grand-chose de plus pour elles. Etc. Là, un jour c'est le sexisme dans le monde de la publicité, un jour c'est dans la presse, un jour c'est... Donc tous les jours quand même, la domination masculine est mise en cause. Et ce qui est intéressant dans tout ce travail de visibilité de ce qui est invisible, tellement c'est profondément ancré dans les représentations et les stéréotypes, c'est que ça nous permet d'appréhender la dimension systémique de la domination masculine. Et c'est pour ça que c'est plus dur d'être féministe que de ne pas l'être. Parce que la domination masculine, dans cette dimension systémique, elle fait que nous sommes toujours à mettre en lien toutes les formes de domination que les femmes subissent. Et que de l'écriture inclusive à l'inégalité professionnelle, il y a un lien. Tant qu'on ne peut pas nommer les métiers des femmes par des mots féminins, par exemple, eh bien on ne peut pas dire aux petites filles que quand elles seront grandes, elles seront ingénieures avec un E. Ingénieures avec un E. Petite fille qui aime les avions, si elle regarde un peu qui est-ce qui travaille dans l'avion, il y a un pilote, il y a un ingénieur qui a construit l'avion, puis il y a une hôtesse de l'air qui porte les bateaux. C'est formidable, si elle met l'avion, elle fera hôtesse de l'air, parce qu'elle n'a pas de représentation pour elle qui puisse lui permettre de se construire et se penser comme étant une future ingénieure. Et tant qu'on continue de dire que quand il y a un homme un masculin dans une phrase, pour 12 féminins, il faut toujours dire il, et qu'on apprend aux petites filles dès 8 ans que le masculin l'emporte sur le féminin, on l'a tout appris à l'école. Et bien comment voulez-vous qu'on comprenne à 8 ans qu'on ne parlait juste que de grammaire et de pluriel, mais que ça n'avait rien à voir avec le reste de la vie. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour avancer, il faut avoir en tête la dimension systémique de la domination masculine. Et le fait de diviser les féminismes et les féministes, ça empêche le travail sur la dimension systémique, et donc ça nous impuissante, ça nous ôte un outil. Voilà ce que je voulais, j'en suis où Françoise dans le temps de parole? 2 minutes. Merci. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors après, une fois que j'ai dit tout ça, la question c'est qu'il faut cohabiter avec tous ces féminismes. Mais moi je veux bien cohabiter avec tout le monde, juste je veux pas qu'on m'arnaque. C'est-à-dire que je veux pas qu'on me fasse prendre des vessies pour des lanternes. Et je veux pas qu'on me fasse prendre des militantes religieuses, des militantes anti-IVG, des militantes du libéralisme pour des féministes. Je veux bien faire un bout de chemin, je veux bien les aider à progresser, mais juste, je veux qu'on sache que ce qu'elles disent, ce qu'elles théorisent, ce qu'elles développent, c'est pas le féminisme. C'est peut-être leur liberté individuelle, mais c'est pas la même chose que le féminisme. Merci. Beau discours. Merci beaucoup. Préparez vos questions. J'espère qu'elles sont nombreuses. Tout à l'heure, je voulais, avant de passer la parole, dire un mot de l'opération qui aura lieu la semaine prochaine et l'association que j'ai créée qui s'appelle Pour les femmes dans les médias, pour justement lutter contre l'invisibilité des femmes. Et je rebondis sur ce que dit Laurence en expliquant en gros que notre idée c'est de raconter que je pense sincèrement oui qu'on a un pays profondément sexiste et qu'on trouve toujours que les femmes prennent trop de place. Et on est dans un pays où moi qui ai vécu
le journalisme. Quand je suis arrivée dans le journalisme, les filles journalistes, elles s'occupaient des sujets entre guillemets féminins, c'est-à-dire la famille, la santé, l'éducation, la culture. Enfin, mais la politique non, l'économie non, l'international non, ça c'est des trucs de garçons. Et puis il fallait juste être mignonne. Je rappelle que quand on a mis des couples à l'antenne, c'est toujours le garçon qui est en majesté et la fille qui est comme l'assistant du magicien qui est là juste pour faire joli quand... On construit des outils qui ont rendu possible que nous nous en saisissions pour participer à notre émancipation. C'est pas dans la Chine aussi raffinée, ancienne, que ce soit c'est ni dans l'Inde ni en Afrique, dans les traditions, qu'on a trouvé les outils qui rendaient possible une revendication de liberté individuelle par les femmes. C'est clé, une clé. Alors, si on ne dit pas ça en permanence, ben, il est évident, on va parler du générationnel. Bon, mais j'ajouterai ceci, mais alors où est le problème ? Parce qu'elle a raison, Violaine Lucas, quand elle pose la question, mais où est cet obstacle ? Ben, il y en a un. Et pour l'instant, d'abord, pour commencer, je crois que si vous voulez, ce que j'ai dit sur les outils d'émancipation, il faut, pour que ça parvienne, qu'il y ait des lieux qui élaborent des philosophies politiques, des institutions et un statut juridique qui le rend possible. Et c'est ça qu'il faut, coûte que coûte, évoquer et maintenir en Europe. Quant à l'obstacle, l'obstacle, alors là, il n'est pas analysé en général. Et je pense que ce que je vais dire pourra être mis en cause au sujet de l'universalisme, alors que ce n'est pas le cas, d'après moi. Eh bien, c'est que les femmes, elles sont soumises à un impératif symbolique. Toutes les femmes du monde, depuis qu'on connaît l'histoire des femmes, telle qu'on peut penser historiquement qu'on en a quelques aperçus. Pas les mythologies ou des choses comme ça. Elles sont soumises à l'impératif absolu de loyauté, c'est-à-dire une loyauté sans limite, ni dans le temps, ni quelles que soient les activités, au mal de leur clan. Oui, ben, mais non, elles sont soumises, et ça je peux vous dire, l'impératif symbolique qui touche toutes les femmes, toutes les civilisations, toutes les formes de société sont soumises à l'impératif absolu de loyauté au mal du clan. Et j'ai pas dit du clan. Ça commence le père, les fils, le plus petit, et ça va, toute l'université française, par exemple, on en a de merveilleux exemples, entièrement soumise à l'impératif. Et c'est ce qu'on dit, oh mais c'est pas du militantisme, on rentre dans les catégories que les hommes ont définies. Donc si vous voulez, notre problème est là. Il va falloir lâcher, et ça se fait pas en un jour ni facilement. On le voit d'ailleurs, le détricotage par l'histoire de la pluralité des féministes, ben c'est ça. Les mâles du clan reproposent une idée du féminisme que les femmes du clan adoptent. Hein, c'est exactement ça, si vous voulez. Ça évitera toujours qu'elles aillent plus loin pendant ce temps-là. Voilà. Donc, si, mais je vais vous dire une chose, c'est pas, on ne devrait pas en rire. C'est certainement une des choses les plus difficiles que nous ayons à aborder, car changer d'impératif de loyauté, c'est très dur. Et nous, il faut qu'on le fasse et qu'on passe jusqu'à l'impératif de solidarité avec les femmes. Mais l'impératif de solidarité politique, pas du tout, on va se partager la misère et puis on pleurera ensemble. Non. Et ça, on n'a pas encore l'idée même de entièrement concevoir. Un petit peu Olympe de Gauche, on ne faisait pas aller très loin malheureusement pour elle là. Voilà. Eh bien, moi, si vous voulez, ce sujet-là, je veux qu'il ait cette conclusion. Alors, vous n'adopterez pas celle-là peut-être, mais j'y tiens beaucoup. Oui, construire notre avenir, c'est penser un autre impératif de loyauté, celui de la solidarité des femmes. Et ce jour-là, elles n'auront ni honte ni mépris pour le mot sororité. Merci. Merci pour cette belle contribution. C'est un peu difficile de parler derrière madame. Certaines d'entre vous, j'ai été mère, je suis aujourd'hui grand-mère, j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, et je pense qu'on a été un peu dupes de nos volontés. Nous avons voulu être des féministes, un peu superwoman, assurant tout, la maison, les enfants, le mari. Et je pense que la génération de nos enfants est beaucoup plus libérée et quelque part beaucoup moins loyale au mal du clan.
Elles ont une personnalité beaucoup plus affirmée et le mal du clan les suit de plus en plus. Et je trouve que la génération de mes enfants est beaucoup plus libérée que nous l'étions nous-mêmes. Nous étions un peu esclaves de notre féminisme. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que... Génération. J'ai 30 ans. Et en effet, peut-être qu'à la question de la domination masculine, il y a un ouvrage qui vient de sortir de Manon Garcia. On pourrait peut-être penser la soumission féminine. Et c'est cette espèce de comment dire, de choses dont on se sent dépositaire. Et c'est bien sûr, je suis là et je suis ailleurs avec vous, mes sœurs, mais c'est de plus en plus difficile, non pas de lutter contre la domination masculine, mais de ne pas verser dans la soumission féminine, notamment avec cette ubérisation du féminisme. Ça, c'était très intéressant, j'avais vraiment pas suivi votre actualité sur l'universalisme. En effet, on a tendance à nous renvoyer dans des petites niches et en fait, je crois que comme un bouquet législatif, il y a un bouquet de valeurs féministes qu'il ne faut pas renier et qu'il faut affirmer. Et en tant que jeune femme, alors c'est totalement personnel, c'est de plus en plus dur. Voilà, non pas de lutter contre la domination masculine, parce que je crois tout de même que nos mamans, mamies, tatis, toute une génération, et nos professeurs, et je suis professeur, nous forment bien, mais c'est de ne pas verser dans cette facilité de penser, dans cet endormissement, dans cette ubérisation, dans cette pensée commune. Et puis voilà, de trouver un mode de cohabitation avec nos jeunes hommes qui sont de plus en plus effrayés. Voilà, merci. Merci. Alors je trouve formidable ce que vous dites, pardon, je mets mon grain de sel, parce que ce que je veux dire c'est ça, et ce que vous dites au fond c'est ce que ça m'inspire. Moi ce qui me frappe beaucoup, justement, c'est quand on parle de ce féminisme à visage multiple et compliqué, c'est que je me dis, mais au fond les jeunes femmes aujourd'hui, ce qu'on leur demande d'une certaine façon, on revient toujours à cette question, c'est effacer les femmes du secteur public. C'est-à-dire que dans certaines démocraties, on leur dit soit belle, soit merveilleuse, apprends à faire des cupcakes, soit la princesse de l'élevage des enfants, enfin, pardon, de l'éducation, excusez-moi. L'éducation des enfants. On a cette espèce de modèle de la famille Kardashian qui sont devenus multimilliardaires juste en se promenant sur des talons aiguilles. Donc, je veux dire, c'est une sorte de culture du vide comme ça absolue qui est vertigineuse. Et en même temps, on aimerait bien avoir la même fortune. Franchement, si moi j'avais plus, j'en peux pas. Mais donc, d'un côté, donc cette assignation à être une espèce de modèle comme ça. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi à la télévision sur toutes ces chanteuses maintenant qui sont à moitié à poil. On ne sait pas pourquoi. Oui, elles ont moins chaud, je peux le comprendre. Et quand j'étais au CSA, j'étais obligée de dire, mais bon sang, bonsoir, quand les gamines sortent de l'école et qu'elles allument la télé pour regarder leur chanteuse favorite, alors bon, je sais bien, c'est le Club Dorothée, ça date un peu, et puis le Panty Panda aussi, mais enfin subitement, elles se retrouvent Miley Cyrus à poil sur une boule de démolition, on ne sait pas pourquoi, et les autres qui mettent Put the Ring, The Finger, etc., Boop Boop, en tortillant du popotin, mais c'est ça et en plus elle est féministe, hein, Beyoncé, Put the Ring, mais très très féministe. Donc ça on a d'un côté, et de l'autre, on a en effet les théocraties qui disent, bah écoute, d'abord t'es mignonne, d'abord t'es pieuse, donc déjà tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, tu nous aides pour la reproduction et tu tiens les rênes du foyer. Et donc dans ces deux cas, c'est quand même un effacement des femmes, entre guillemets, normales comme nous, de la sphère publique. Aux États-Unis, si je ne m'abuse, Donald Trump avait interdit aux femmes de venir en pantalon travailler à la Maison Blanche parce qu'il trouve que c'est moins bien. Absolument ravie de voir toutes ces femmes. Ça me change. Chez nous. J'assume mes choix. Mes sœurs, mes frères, je veux vous dire qu'il ne faut pas s'étonner qu'on soit différents parce qu'on est là, on rassemble ce qui était part. Mais j'avoue que la stratégie m'intéresse au plus haut point. On veut avancer. Donc les querelles, je ne rentre pas dans des querelles, je suis tout à fait d'accord. Moi je suis pour la féminisation, mais je ne vais pas m'emmerder à discuter avec quelqu'un qui veut discuter que de ça. Et c'est ce qui arrive.
Moi, je suis inspirée par vous ce soir, et je suis inspirée aussi par une dame qui s'appelle Oma Arjomand, que j'ai accompagnée, une Canadienne qui lutte pour la sécularisation au Canada. On m'avait demandé de traduire en anglais pour la presse pour elle, et elle m'a appris la chose suivante. Quand il faut avancer, il faut un seul mot d'ordre. Donc, selon les occasions, bien sûr, parce qu'on a plusieurs revendications. Effectivement, peu importe la stratégie, tant qu'on a les mêmes valeurs, et qu'effectivement, il faut qu'on rassemble ce qui était pas, et qu'on soit ensemble, sinon on ne va pas avancer. Je suis très inspirée par ce que vous avez dit ce soir, et ravie de voir tous ces jolis visages, j'ai dit. Il faut qu'elle revienne. Je dirais que c'est notre responsabilité si aujourd'hui il y a de la régression parmi nos jeunes filles et nos jeunes garçons, les 16-18 ans, qui sont dans les écoles aujourd'hui, sont très normatifs, sont dans le jugement permanent, et il ne faut pas sortir de la norme. Donc c'est les garçons qui sont dominants, et c'est les hétérosexuels qui sont dominants. Donc nous sommes certainement un petit peu responsables de cela, parce que c'est pas normal quand on lutte depuis 40 ans ou plus pour l'égalité, et voir comment réagissent une grande majorité de jeunes, ça fait quand même du mal. Donc il faut qu'on continue à mettre les petites graines. Et la deuxième chose, c'est l'Europe, c'est vrai, le sujet. Et je voudrais rappeler quand même que les 28 pays sont dirigés par nos gouvernements, nos chefs d'État et de gouvernement. Et c'est d'abord dans nos pays qu'il faut faire changer les choses. L'IVG n'est pas dans la Constitution. Donc moi je veux bien qu'on parle de l'Union européenne qui n'a pas cette compétence, mais battons-nous pour que l'IVG soit inscrit dans notre Constitution. Et ainsi, ensuite, je ne pense pas que Mme Rossignol pour un peu, hein, voilà, et une fois que ce sera dans notre Constitution, on pourra accepter que ça vienne de l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une... Oui. Voilà. Moi, je voulais rebondir au sujet de la représentation de l'image des femmes dans la société, et notamment ce que vous disiez, Madame Laborde, au sujet de la représentation dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Il y a un très beau film féministe qui s'appelle « Sois belle et tais-toi », que vous connaissez sans doute et qui aborde cette question du fait que les femmes s'opposent les unes aux autres, qu'on les met toujours en contradiction les unes envers les autres pour mieux les diviser. Et cette représentation que chacune se fait de la relation qu'elle doit avoir aux femmes empêche la sororité. Je pense qu'il faut vraiment réussir à travailler là-dessus, et peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour vivre un féminisme plus universaliste. Merci beaucoup. Moi, je conclurai en disant, à un moment donné, pour que ça passe la barre de trucs, faites-nous une belle série à la télévision avec des belles héroïnes qui sont toutes solidaires entre elles pour donner quelque chose qui change. Je crois que le temps de parole est écoulé. Oui, voilà. Donc, merci. Je cède la parole à Françoise Carrère, qui vient... Bien, alors la Commission des droits des femmes de la Grande Loge féminine de France a souhaité, il y a 2 ans, remettre à une femme engagée, tant dans l'action que dans la réflexion, un prix. En 2017, c'est Eliane Viennot, professeure de littérature, féministe engagée, autrice. Donc autrice notamment du Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, et elle reçoit ce prix. Alors, miracle, parce que l'Académie française est à son écoute depuis quelques jours. La féminisation officielle des noms de métiers est enfin officialisée. Il y a quand même quelque chose d'Eliane Viennot dans cette affaire. Donc nous allons lui demander de nous rejoindre ici. Et vous pouvez continuer à l'applaudir.
cette année, qui? Notre lauréate est avant tout une philosophe engagée dont toute l'œuvre manifeste son intérêt pour la situation des femmes, ainsi qu'en témoigne son abondante bibliographie. De 1997 à 1998, elle qui n'avait jamais pensé à une fonction politique est nommée déléguée interministérielle aux droits des femmes. C'est aussi un rapport compliqué en Pologne pour les femmes qui voulaient accéder à un avortement. Et le ministre des Affaires étrangères qui était là, et que j'interpellais sur la faisabilité de la clause de l'européenne la plus favorisée en disant voilà, vous venez d'entendre une femme polonaise vous expliquer ça, qu'est-ce que vous lui dites pour lui donner envie et le sentiment d'être européenne et l'intérêt pour elle d'être européenne compte tenu de ses préoccupations. Et il se tourne vers elle et lui dit écoutez madame, il faudra attendre qu'il n'y ait plus de règles d'unanimité parce qu'il faudrait que tous les États soient d'accord pour que vous puissiez accéder vous aussi à l'avortement. Je trouvais ça d'une indécence incroyable. Comment est-ce qu'on peut dire à des femmes qu'on avait reçues quand on a fait notre grand colloque européen avec la présidence française de l'Union européenne, on entendait déjà des femmes polonaises dire ça. Comment leur dire patientez encore un peu, plus tard ça viendra. C'est pas réalisable parce que c'est pas une compétence. Donc, comme l'Europe n'est pas compétente, il y a des domaines qui doivent rester dans la souveraineté nationale, et bien on ne peut pas le faire. Donc de ce point de vue-là, ok, on peut dire que c'est une utopie. Mais d'un autre côté, et c'est mon deuxième point, c'est que non, ça n'est pas une utopie. Alors j'ai plusieurs arguments de qualité différente, vous les apprécierez en fonction de ce que vous aimez. Le premier argument, c'est que je me souviens la première fois que nous sommes allés en 2005 présenter la clause de l'européenne la plus favorisée, c'était le Parti socialiste wallon qui organisait toute son université d'été autour des droits des femmes. Il faut aller en Belgique pour trouver des partis politiques qui font toute une université d'été sur les droits des femmes. Et Elio Di Rupo dit, eh bien très bien, nous faisons la clause de l'européenne la plus favorisée. À l'époque, moi j'avais travaillé, j'avais fait simplement 50 petites pages toute seule, on n'avait pas encore fédéré la grande équipe. Et je dis à Gisèle Halimi, ça me semble un peu fou, cette idée. Et Gisèle Halimi me répond, oui c'est normal, vous avez l'impression que c'est fou parce que c'est historique. Et quand vous avez Gisèle Halimi, que je ne connaissais pas encore beaucoup, juste à côté de vous, qui est en train de dire que ce que nous faisons là est historique, et que oui, bien sûr, c'est complètement dingue, vous dites alors, bon, il y a deux choses, soit cette femme est folle, soit, et j'aurais tendance à penser le contraire, soit cette femme a un profond sens de ce qu'est l'histoire, et de ce qu'est l'histoire des femmes, et de ce qu'est l'histoire, tout simplement, et que ce qu'elle me dit est juste dingue, et que cette femme a raison. Son idée est brillantissime, et oui, cette utopie, nous allons la réaliser. Nous allons faire en sorte que toutes les femmes puissent bénéficier du meilleur de l'Europe pour elles. Autre élément, c'est que si on veut, et si on reprend bien la cohérence européenne, l'idée c'est que par des avancées concrètes, on arrive à plus de défense de droits humains, des droits sociaux, et que donc défendre les droits des femmes, c'est déjà défendre plus de droits humains, plus de droits sociaux. On veut des avancées concrètes, c'est-à-dire qu'en fait on se dit, bon ben voilà, c'est surtout des réalisations économiques qui vont nous permettre de construire l'Europe. Mais si on veut que les femmes participent de fait à la vie économique, il faut qu'on lutte efficacement contre les violences dont elles sont spécifiquement victimes. Il faut qu'on leur permette de choisir de donner la vie, parce que vous n'allez pas retourner au travail si vous êtes enceinte, alors que vous ne l'aviez pas particulièrement décidé, que vous mettez votre vie en péril. Tu as dit tout à l'heure, Véronique, combien de femmes meurent encore aujourd'hui, c'est honteux, parce qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Comment peut-on réellement penser une Europe de la défense des droits humains et sociaux quand des femmes se retrouvent dans la situation où étaient les femmes françaises il y a 40-50 ans et où elles n'avaient pas le choix? Il y avait quelque chose d'incroyablement hallucinant à voir des femmes manifester à l'époque quand on avait fait notre colloque et qui étaient venues raconter, des femmes irlandaises qui racontaient ça, et de se dire mais c'est les images que moi j'ai vues quand j'étais toute petite, qui arrivaient comme des combats des femmes et dont moi je pouvais profiter. Et ces citoyennes-là, qui sont normalement citoyennes européennes comme moi, elles n'ont pas ces droits-là. C'est authentiquement quelque chose qui est un sujet de révolte. Ensuite, alors l'inscription dans la vie économique est un deuxième point. Un troisième point serait que on a demandé que tous les pays qui veulent entrer dans l'Union européenne aient aboli la peine de mort. Et tous les pays l'ont fait.
Parce que voilà, on reviendra peut-être dessus, mais dans ces cas-là, ça ne sera plus l'Europe, en tout cas pas celle qui avait été pensée. Pourquoi ne pas décider que les pays qui veulent entrer dans l'Union européenne, eh bien, garantiront aux femmes les mêmes droits au plus haut niveau. C'est pas du moins offrant, c'est du plus offrant. Faisons de l'Europe une chance pour les femmes. Faisons des femmes une chance pour l'Europe. Et à partir de là, vous ferez effectivement la défense des droits humains, la défense des droits sociaux. Alors, quand on écoute le projet, il est très beau, on y a travaillé, on a fait un livre, il faut qu'on réactualise ce bouquet législatif, et on s'y emploie à l'intérieur de la petite structure qui s'appelle yeswomen.eu, qui dépend de Choisir. On y travaille, mais c'est compliqué. Alors, on a vu arriver un jeune président qui a à la fois décidé que la cause des femmes serait la grande cause du quinquennat et qui a, lui, vraiment une vocation européenne. C'est son, entre guillemets, ADN. Féminisme, Europe, on s'est dit, youpi, allons-y, allons proposer notre clause. Alors, la secrétaire d'État, aux droits des femmes, on continue à frapper à sa porte, pas de réponse, on continue. On est allé voir la ministre des Affaires européennes, elle est très partante, très active, très aidante sur ces questions-là. Et nous sommes allés voir les conseillers du chef de l'État. Conseillers du chef de l'État qui ont accepté cette idée, l'ont trouvée intéressante, et puis nous ont rappelé au bout de quelques temps, nous disant « Écoutez, Emmanuel Macron est intéressé par l'idée, mais il veut l'appliquer au niveau mondial. » Alors effectivement, nous n'avions pas eu ni d'ambition mondiale, ni d'ambition interplanétaire, mais quand on aura fini tout ça, on attaquera le reste. Et donc, présidence française du G7, Emmanuel Macron annonce qu'il va créer un bouquet législatif avec les meilleures lois existantes dans le monde et que les pays qui le souhaiteront pourront prendre une petite loi du bouquet pour l'appliquer et on fera un bilan à la fin de l'année. Nous avons donc écrit un communiqué en disant « Attention, il semblerait que vous ayez repris l'idée mais un de travers et sans copyright. » C'est-à-dire que le bouquet législatif, excusez-nous, on y tient beaucoup, certes on ne les a pas déposés, mais le principe, l'idée, s'il vous plaît, quitte à nous la voler, autant dire que c'est à nous un peu, enfin, un peu de décence. Donc nous avons écrit notre communiqué, c'était il y a 3 jours, et ce matin, nous étions donc invités à l'Élysée, fatalement. Enfin, bah oui, c'était bien le moins. Donc nous y sommes allés, et là, Emmanuel Macron a dit que, en effet, alors il a eu ce petit, il a dit, voilà, nous reprenons, la France est fière de reprendre l'idée de Gisèle Halimi, la grande avocate féministe, etc. Et puis il a ajouté ensuite, alors quelle était sa tournure exacte? C'était, j'ai appris récemment que ceux qui citaient leurs sources vivaient plus longtemps. Bon, alors c'est très bien parce que c'est un aveu formidable de, à partir de maintenant, je cite mes sources. Donc nous allons attendre. Et nous allons lui dire, alors écoutez, on a bien compris l'idée mondiale, voilà. Cela dit, c'est pas ça du tout, la clause européenne la plus favorisée. Parce que la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est une approche globale, c'est une approche contraignante, c'est-à-dire je ne prends pas un truc en me disant bon ça écoutez non, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est une approche globale. La vie des femmes, c'est pas qu'un aspect de la vie des femmes. Et donc, on va continuer à aller faire notre travail voilà. Bon, alors, la question plus gravement qui m'intéresse pour répondre à est-ce que c'est une utopie, la question c'est... Combien de temps il me reste? Pas beaucoup. C'est que... 5 minutes? Mais c'est énorme. Ce qui m'intéresse, c'est que plutôt que de se poser finalement la question de savoir si la clause est une utopie, je me poserais la question de savoir si nous ne vivons pas plutôt dans une dystopie. Et que ce qui apparaît comme utopique dans un monde normal n'est pas quelque chose qui finalement devrait être tout à fait normal, mais que comme nous sommes dans une société qui recule, ce que vous avez dit déjà, on est dans une dystopie, c'est-à-dire dans une... on va dans un endroit, dans un milieu de plus en plus sombre. On va de plus en plus en arrière. On recule de façon absolument effarante. C'est-à-dire que toutes les montées d'extrême droite partout le font, mais vraiment, je répète ce qui a déjà été dit, sur un discours à propos des droits des femmes qui est d'un autre temps. Enfin, c'est incroyable.
de pouvoir entendre des choses comme ça. Les propos, enfin, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi on adhère à ça. Ça serait intéressant de savoir pourquoi on adhère à ça. Quelles sont les peurs profondes qui font que des gens acceptent ce discours-là sans le remettre en cause? Et cette dystopie m'interroge parce que je me demande si le nouveau monde n'est pas finalement une dystopie. Je me demande si la vraie question, c'est pas dans ce monde-là, si le féminisme n'est pas une utopie, c'est-à-dire que ça n'est pas satisfaisant. Enfin, c'est le féminisme lui-même qui est devenu une utopie dans la dystopie dans laquelle nous vivons. Mais c'est pas un petit peu confus, non. L'Europe, parce que alors on dit une utopie, c'est Michel Foucault qui dit l'utopie, c'est un lieu sans carte. Un lieu sans lieu de nos rêves, qui se lit dans les interstices des mots, ou dans l'épaisseur du récit de ce qui crée ces utopies. Donc l'utopie, c'est ce qui existe dans l'épaisseur des récits des femmes, dans les interstices de nos mots. Il y a cette utopie-là, mais elle n'a plus lieu dans la société dans laquelle nous vivons. Et Foucault invente un autre terme qu'il appelle l'hétérotopie, et il dit c'est cet autre lieu qui n'est pas le nôtre. Et je pense l'avoir découvert puisque je continue à taper à la porte de la secrétaire d'État aux droits des femmes et elle ne répond pas. Et je me demande si le secrétariat d'État aux droits des femmes n'est pas une hétérotopie. Non, des droits de la famille, à l'égalité. À l'égalité. Oui. Si ça n'est pas là en fait que réside la grande difficulté dans cet effacement progressif du sens de l'histoire, de la connaissance des combats féministes, de la culture féministe, qui fait cruellement défaut au Nouveau Monde, qui est un monde qui part apparemment de zéro, qui ne sait pas que d'autres mondes ont existé avant et que d'autres combats ont lieu, peut-être même découvre-t-il la notion de combat politique avec la dignité qu'il y a à ces combats. Voilà, donc moi je suis convaincue que la clause de l'européenne la plus favorisée n'est pas une utopie, et je vous incite et je vous remercie de nous aider à montrer le contraire. Ancienne ministre et créatrice de mouvement de voix et féministe. Merci, bonsoir. Je vais passer les préliminaires, on va passer tout de suite choses sérieuses. Demain va s'ouvrir à New York, à l'ONU, la CSW, qui est la grande réunion annuelle qui se tient au mois de mars et qui a entre autres pour vocation d'actualiser, de réactualiser la Convention de Pékin, qui est le texte de base en matière onusien sur les droits des femmes. Et chaque année, je ne sais pas ce qu'il y en a cette année, mais en tout cas c'était comme ça quand moi j'y participais, il y avait un thème, les femmes et l'agriculture, l'empowerment, les femmes dans l'entreprise, voilà. Mais en fait il n'y avait qu'un seul sujet à l'ONU, qui était tout l'enjeu. Est-ce que, oui ou non, les États théocratiques et sous influence théocratique allaient obtenir que la Convention de Pékin soit revue pour qu'on y ajoute une toute petite phrase, toute petite, à un moment où on dit les droits des femmes sont universels, virgule, c'est le petit amendement, sous réserve des coutumes et pratiques particulières. Et tous les ans, quand on rentrait de l'ONU, on faisait c'est encore pas pour cette année. Et on considérait que c'était la victoire de la CSW que d'obtenir que les relativistes ne viennent pas détricoter, détruire ce qui est le fondement de la Convention des droits des femmes, de texte des références des droits des femmes au plan planétaire, et le fondement, à mon sens, du féminisme, qui est l'universalisme. Qui ont été fixés et qui obligent à avoir des quotas. Alors des quotas en effet, ratio, couleur de peau, etc., etc. Mais il y a aussi des quotas par université, des quotas par métier.
Et par exemple, on ne fait pas attention parce qu'on a les versions traduites, mais dans les métiers, il y a toujours un ingénieur, un mathématicien. Et ben aujourd'hui, il faut qu'il y ait dans les feuilletons, je ne sais pas si vous avez remarqué, les feuilletons policiers par exemple, la fille qui est la super ingénieure, c'est une fille aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était un garçon. Et petit à petit, on arrive à féminiser comme ça des images de métiers qui sont jusqu'à présent typiquement masculins. Alors je sais, on a eu Julie, l'inspectrice, je sais pas quoi, qui était une fille, mais je veux dire, c'était une. Quand les Américains sont capables de faire des milliers de programmes avec des figures de femmes aspirantes, nous, pendant des années, quand même, l'héroïne féminine qui marchait le mieux à la télévision... Non. Joséphine Ange Gardien. C'est-à-dire que on voit tout de suite qu'on est dans la réalité de la condition féminine. Joséphine Ange Gardien. Voilà. Donc j'ai tout. Moi j'ai pas tout dit, mais je vais pas monopoliser la parole. Pour lancer le débat, j'avais envie, en vous écoutant toutes, mesdames, de vous poser la question suivante, et puis vous aussi qui êtes dans la salle. Sachant qu'en France, la moitié des femmes françaises ont plus de 50 ans, et que les féministes que nous sommes, universalistes, qui justement refusons un quelconque adjectif à féminisme, qu'est-ce qui va se passer avec la jeune génération? Parce que moi, là, je suis très impressionnée de voir qu'on est toutes d'accord, on est super contentes, on partage les valeurs, mais j'allais dire, derrière, celles qui arrivent, moi, quand je parle à des gamines qui sortent des écoles de journalisme, des fois, j'ai peur. Ou sortent des écoles de journalisme ou pas, d'ailleurs. Et je me dis, est-ce que... Je rebondis à ce que tu disais sur, en effet, la paresse intellectuelle... Non, c'était Violaine qui disait ça. Sur le manque de culture ou la paresse intellectuelle, moi je suis très frappée de voir qu'il y a en effet aujourd'hui une mode de je pratique le féminisme que je veux, et j'ai le sentiment parfois que, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène générationnel là-dedans? Donc voilà, qui veut parler, qui veut répondre, qui veut prendre la parole? Personne? Donc, voilà. Ah! Oui, je pense que c'est un petit peu osé de parler. Bon, excusez-moi, je n'aurai peut-être pas les armes pour vous répondre, mais je pense que c'est un petit peu osé de parler de féminisme générationnel. On a tous les mêmes conditions, toutes les mêmes envies, toutes les mêmes volontés. Et je ne vois pas d'aspect sur les... Au nom de la Grande Loge féminine de France et de sa commission nationale des droits des femmes, nous vous offrons ce trophée pour vous rappeler que vous avez été élue cette année femme. Prix que vous avez obtenu, donc le prix des droits des femmes. Le cassez pas. Voilà, on va le poser. Voilà, l'oubliez pas non plus. Hein. Et des fleurs, parce que la couleur, ça fait toujours du bien. Maintenant, à vous la parole. Elle a combien de temps? Quand on aime, on compte pas. De toute façon, ça va pas être très long. Non, j'avais 3 morceaux de commentaires, en fait, ou plutôt de témoignages à faire. Et voyant ce bouquet, j'ai presque envie de faire un détour, mais j'y reviendrai. Le premier, ça serait, puisque j'ai entendu parler d'Europe et que, comme vous l'avez entendu, j'ai été donc députée européenne de 1999 à 2004, élue sur la liste Bouge l'Europe, donc où Robert Rue m'avait demandé de figurer comme société civile, femme, société civile. Et en étant femme, société civile, ça voulait dire que si j'acceptais, ce qui n'était pas si évident pour moi, parce que j'avais un métier qui me passionnait, c'est dans la recherche, et je venais déjà de passer 1 an à Matignon, c'était déjà beaucoup, c'était que j'ai négocié avec lui directement que si oui, je venais sur sa liste, je ne serais pas apparentée, je ne serais pas députée apparentée.
je serai députée indépendante à l'intérieur de la gauche unitaire européenne. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il a accepté, donc que je ne dépende pas. Ça veut dire que, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait sa propre liste de vote. Et Frédéric Besnier, qui est là ce soir, et qui m'a accompagnée pendant ces 5 années, sait que nous avons fait notre propre liste de vote pendant ces 5 années, comme indépendants à l'intérieur de la gauche unitaire européenne. Voilà, c'est une fierté de féministe que d'avoir au fond à la fois fait ce mandat, après avoir fait 1 an de délégué, donc j'ai eu d'abord une fonction, ensuite de la représentation, j'ai connu les 2 côtés, être nommée et être élue. Et dans les 2 cas, je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Ni avant, ni pendant, ni après. Peut-être c'est une fierté féministe, c'est aussi ne pas appartenir. J'y vais y revenir. Mais d'abord, je voudrais parler un instant d'Europe. Parce que j'ai entendu parler d'Europe ce soir, et que, au fond, ma mandature, que j'ai d'ailleurs partagée avec Martine, qui était alors déjà elle aussi députée, cette mandature, c'est une mandature avec beaucoup de plaisir et de chance. Je pense que j'ai eu de la chance de faire cette mandature-là, à l'intérieur de ce capitalisme et de cette violence telle qu'elle a été décrite diversement depuis tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de choses extrêmement précises. J'avais intitulé un papier qu'on m'avait demandé pendant la campagne des européennes, donc printemps 99, un laboratoire politique pour une question politique. Oui, c'était un laboratoire politique pour une question politique. Laquelle? Celle de l'égalité économique. Il se trouve que dans le cycle de droit depuis 2 siècles, ce qui a bougé du point de vue législatif, économiquement parlant, c'est via l'Europe. Via cet article 119 du traité de Rome, qui n'est pas du tout fait pour faire de l'égalité des sexes, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est fait pour qu'il n'y ait pas de jaune, c'est qu'il n'y ait pas des gens moins bien payés qui viendraient casser la grève de ceux qui sont payés différemment. Donc l'égalité professionnelle est pensée pour lutter contre des éventuels dysfonctionnements du capitalisme, mais ça permet de faire des directives européennes, 75, 76. Ces directives européennes, c'est ce qui permettra la loi Roudy, qui est en fait la transcription des directives européennes en 83. Giscard n'avait pas fait, ça sera fait sous Mitterrand. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que pendant ma mandature, nous avons révisé, et j'ai fait partie du groupe de révision de l'intérieur de la Commission des droits des femmes, ces directives-là. Et en révisant ces directives-là, c'était une députée finlandaise, si je me souviens bien, qui menait cette réflexion, qui est une réflexion qu'on mène. C'est un vrai lieu démocratique, le Parlement européen, c'est-à-dire qu'on discute avec nos ennemis. On discute avec nos ennemis, qui sont d'ailleurs de cultures différentes, mais la façon dont on discute avec eux, c'est pas comme quand moi j'ai envie de casser la radio ou la télé parce que j'entends des trucs qui me sont insupportables. On parle vraiment. Et c'était quelque chose d'étonnant parce que ce que j'ai appris là, c'est ce que j'ai envie de vous dire sur cette semaine du 8 mars. Cette semaine du 8 mars, elle est étonnante parce que d'abord c'est une semaine, c'est pas une journée. Il y a 20 ans, c'était encore l'équivalent de la fête des mères. Et puis on disait la journée de la femme. Sauf que là, c'est pas la journée de la femme. Il y a eu après la journée des femmes, et maintenant c'est la journée des droits des femmes, et j'ai même lu que c'était la journée de la lutte pour les droits des femmes. Même le mot lutte est entré dans notre vocabulaire cette année. Je pense cette année. C'est quand même étonnant. On revient de loin, bien qu'on ait manifesté, et je me vois encore, en 75, contre l'année de l'ONU, justement le 8 mars, qui faisait l'année de la femme. Alors on disait, nous, c'est comme l'année du chien, du cheval, etc. Oui, c'est on a les panneaux, on a les photos. Donc là, on voit la lutte pour le droit des femmes. Et moi, je me dis, non, mais moi, je ne travaille pas sur le droit des femmes depuis presque 50 ans maintenant, depuis le début des années 70. Je ne travaille pas sur le droit des femmes. Je travaille sur l'égalité des sexes. Et à ce moment-là, je dis quoi? Je dis que les vocables, le vocabulaire, c'est celui des principes politiques, à savoir de l'égalité et de la liberté. Et c'est ça que j'ai appris quand on a travaillé en 2002 la révision des directives d'égalité de traitement, parce qu'elle a introduit, ce qui n'était pas, donc cette députée, la question du harcèlement. Et en introduisant la question du harcèlement, qui existait déjà par ailleurs, mais en l'introduisant à l'intérieur de l'égalité de traitement, elle m'a appris une chose, comme intellectuelle, comme philosophe, qui évidemment m'a vraiment passionnée, c'est qu'au fond, la question du harcèlement, ce n'était pas une affaire de liberté,
c'était un manquement à l'égalité. Et ça m'a fait réfléchir, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, de me dire, est-ce que je passe donc de la liberté à l'égalité? Alors, je ne parle plus des droits. Nous avions récemment, en 97, eu la directive d'inversion de la charge de la preuve. Passionnant, l'inversion de la charge de la preuve. On a parlé des choses négatives, mais moi, j'ai vécu des choses très positives dans cette mandature. Car l'inversion de la charge de la preuve, ça veut dire que ce n'est plus au plaignant de dire qu'il a été discriminé, c'est au patron de dire qu'il n'a pas discriminé. C'est un petit peu ce qu'on a vécu avec MeToo l'année dernière. Autrement, quand il y en a qui ont commencé à se plaindre d'être diffamés par les femmes. Donc là, ce n'était pas exactement de l'inversion de la charge de la preuve, mais ça m'est venu de là. C'est-à-dire comment les dominants sont obligés peut-être de dire qu'ils ne sont pas dominants. Ça devient intéressant. Et finalement, c'est tout ça que j'ai appris. Donc, je voulais restituer dans la discussion de ce soir le fait que sur la question de l'égalité économique et professionnelle, c'est l'Europe, dans sa version capitaliste, oui, mais c'est l'Europe néanmoins qui a fait les directives qui ont permis les transcriptions dans un certain nombre de pays. Malheureusement, ça passe plus ou moins bien. Vous voyez qu'en France, il a fallu quand même 8 ans pour arriver à ce qu'existe la loi Roudy, qui était une loi surtout incitative plutôt que répressive, et aujourd'hui, ça continue évidemment. Donc ça, c'était mon premier élément de témoignage. J'ai commencé sur le deuxième élément de témoignage, qui est de dire que je n'avais appartenu à aucun parti politique, malgré ce service politique de 7 années, une conscription, que je vous engage tous à faire. Je pense que nous devrions tous faire ça. Un service politique d'un certain nombre d'années, on peut le faire, on en a les capacités, ou on trouve ceux qui nous donneront les capacités pour le faire, vu l'institution que c'est, et c'est ce qui m'est arrivé d'une certaine façon, car je n'avais évidemment aucune compétence de pratique politique institutionnelle. Alors, si j'ai parlé de non-appartenance, c'est parce que... Trois livres de notre collection, donc Pas de secret gamin sur l'Europe, et puis il y a les 2 derniers. Et puis des douceurs, par Anita, voilà. Oui, si jamais vous les avez déjà, vous me dites, on vous les change. Hein. Ah oui, vous allez revenir charger, hein. Voilà, donc pendant que la distribution des douceurs se fait, je vais vous rappeler, vous avez entendu parler de franc-maçonnerie, aussi bien du DH, du Géo, etc. Si vous êtes intéressé ou si vous vous posez des questions sur la Grande Loge féminine de France, il suffit que vous déposiez votre petit papier blanc sur lequel vous mettez votre adresse, etc. Hein, et vous serez recontacté, ce qui ne veut pas dire que vous serez harcelé, je vous rassure, vous serez recontacté. Voilà, donc dire bien sûr aussi qu'il y a donc des livres de la collection de la Grande Loge féminine de France qui sont à vendre, et ici des livres de Geneviève Fraisse. Alors, Geneviève, quand même, on va la laisser respirer. Alors moi, ce que je vous propose, vous achetez vos livres, etc., mais on va quand même pas la consigner ici pendant que nous, on va les manger, la consigner ici pour signer. Donc, ce que je vous propose, vous achetez vos livres, et puis, dans la mesure du possible, ce sera pendant le cocktail dînatoire que vous pourrez faire signer Geneviève. Oui, parce que sinon, on sait comment ça se passe, hein, elle est ici, et puis nous, on mange, et puis voilà. Voilà, c'est tout. Et la dernière chose que je vous rappelle, mais ne partez pas. Donc 2 choses. La grande maîtresse, on va en parler. Et l'autre aussi, presque important et essentiel, c'est qu'il faut sortir par là, et vous suivrez... Ah non, c'est par là qu'il faut sortir, d'accord. Donc il faut sortir par là. Et pour ne pas vous perdre dans le dédale de couloir, vous allez suivre 1, 2, 3, levez bien le doigt, voilà, qui vont vous indiquer le chemin pour arriver donc au cocktail dînatoire auquel vous êtes conviés. Maintenant, je laisse la parole à notre grande maîtresse. Comme c'est le 8 mars, est-ce que vous pensez qu'on peut chanter l'hymne des femmes ?